Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration, on commence! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Mercredi, on va parler d'un sujet encore trop souvent relégué au second plan dans les organisations, la parentalité au travail. Pas celle qu'on gère à la marge entre deux réunions ou un arrêt maladie imprévu, mais celle qu'on accueille vraiment, qu'on intègre, qu'on comprend comme une composante naturelle de la vie professionnelle. Et pour en parler, j'ai la joie de recevoir Estelle Jouan, fondatrice de la Caravane, l'agence de la parentalité en entreprise. Ancienne communicante reconvertie après la naissance de sa deuxième fille, Estelle a d'abord créé des ateliers philo pour enfants avant de fonder la Caravane Conseil, qui accompagne aujourd'hui les entreprises dans la mise en place de politiques parentales ambitieuses, humaines et concrètes. À travers son parcours, elle nous invite à réfléchir autrement à la place du travail dans la vie des parents et à la place des parents dans le monde du travail. On parlera de la Covid comme accélérateur de conscience, du rôle des managers et des RH, des nouveaux besoins des parents salariés, mais aussi de performances sociales et de sociétés plus équilibrées. Parce qu'au fond, soutenir les parents au travail, ce n'est pas une question de confort, c'est une question de sens, d'équilibre et d'avenir. Un grand merci à Estelle d'avoir accepté cette conversation. Bonne écoute. Bonjour Estelle. Hello Sybille. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour commencer ce nouvel épisode de Mercredi. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis donc Estelle Roulin et je suis fondatrice de La Caravane en 2018, qui est devenue La Caravane Conseil en 2021. Et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. En parallèle de ça, je suis maman de 2 enfants, 2 filles, une qui est en 5e, qui a 12 ans, et une qui vient d'entrer au lycée, qui en a 15. Ok, donc en plein dans la thématique de la parentalité, effectivement. Exactement. Avant du coup de créer la Caravane, tu avais un tout autre métier. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours, cette reconversion autour de cette thématique de la parentalité ? Alors, pour te donner mon parcours, moi j'ai été élevée par des parents qui mettaient vraiment la créativité au cœur de tout ce qu'ils nous ont transmis. Et donc assez spontanément, quand j'ai choisi mes études, je suis allée vers les arts graphiques. Et pendant toute la première partie de ma vie, j'ai été directrice artistique et j'étais spécialisée en packaging. Donc voilà, je travaillais je faisais les emballages de yaourts, de céréales, etc. Et un jour, enfin petit à petit, évidemment ça vient pas du jour au lendemain, mais j'ai pris conscience qu'en fait c'était un peu le métier de l'arnaque, que j'essayais de rendre sexy des produits que j'aurais même pas achetés pour mes enfants. C'est arrivé en parallèle de la naissance de mes enfants. Donc là, j'ai changé de voie. Je savais que pour moi, la créativité, c'était vraiment une fondation ultra solide dans la vie. Mais ce que je pense, c'est que quand on a un don créatif, c'est vraiment un super refuge et un super pilier dans les moments de sa vie où ça va pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a souvent servi. Donc ça, pour moi, c'était vraiment un point d'ancrage vers lequel je voulais aller. Et puis, en parallèle de ça, je trouvais, en voyant ma fille rentrer à l'école, qu'il y avait un vrai problème avec le conformisme éducatif qu'on a en France et le manque de liberté avec lequel on éduque nos enfants quand ils vont à l'école. Donc, très spontanément, j'ai fait une formation d'enseignante avec l'idée plus ou moins d'essayer d'ouvrir une école, mais c'était vraiment un chantier énorme et notamment très administratif et c'est pas du tout mon rayon. Et donc, de façon beaucoup plus modeste, j'ai créé un cours de peinture à destination des enfants qui s'appelait les mini-chromes. Et voilà. Et donc, j'allais dans les écoles, je donnais des cours de peinture aux enfants et là, je découvrais des trucs dingues. D'abord, ils étaient très figés en attente, en fait, des consignes que j'allais leur donner. Ils me disaient dans quel sens on prend la feuille. Et quand je leur disais dans le sens qui te fait plaisir, ils étaient complètement déstabilisés en fait. Ils n'étaient pas habitués à prendre des décisions. Et ça, j'ai trouvé ça assez sidérant. Et puis un autre truc, c'est la liberté qu'ils avaient quand on leur donnait
3 couleurs, les 3 couleurs primaires du blanc, du noir et là, ils se mettaient d'un seul coup à devenir hyper créatifs parce qu'on leur disait pas: «Tu fais l'herbe en vert, tu fais le ciel en bleu» et cetera et donc leur offrir cette liberté-là et les laisser prendre la décision, c'était quelque chose dont ils n'avaient pas l'habitude, mais déjà en moyenne section, ils avaient pas l'habitude de ça et ça, voilà, je trouvais ça assez dingue. Donc ça a été la première étape et puis ensuite, au bout de 2 ans, j'ai rencontré un enseignant, un instituteur de grande section qui était formé à l'approche philosophique avec les enfants, qui est quelque chose qui existe depuis la fin des années 70 au Canada et au Québec, mais qui était assez peu présent en France il y a 7 ans. Et on a travaillé ensemble sur un modèle philo plus dessin, où en fait on accueillait des enfants en petits groupes, une dizaine d'enfants. On leur proposait un thème, on lisait une histoire sur ce thème-là, on faisait un débat philo sur ce thème-là, et puis ensuite on allait dessiner ce qu'on avait dit pendant les ateliers philo. Le fait d'avoir cette double approche de l'esprit critique des enfants, c'est hyper utile parce qu'il y a des enfants qui s'expriment beaucoup verbalement et qui vont moins s'exprimer graphiquement et à l'inverse, il y en a qui vont presque rien dire pendant l'atelier philo et qui vont beaucoup plus s'exprimer graphiquement et un même enfant peut, avoir des phases beaucoup plus graphiques et des phases beaucoup plus orales et donc voilà, c'est ça qui est très intéressant. Et donc, quand tu parles de tout ça, est-ce que c'est à ce moment-là, du coup, que tu as créé déjà la caravane, la première, ou est-ce que c'était déjà en amont de ce projet? Non, en fait, quand c'était que les cours de peinture, c'était les mini-chromes et puis ensuite quand on a créé vraiment le combo, dessin plus, atelier philo, ça s'est appelé très, très vite la caravane. Ok. Donc, effectivement, un projet qui naît de ton propre parcours. Tu parles de cette intelligence. Effectivement, il y a différentes intelligences. Donc, bon, je rentrerai pas forcément dans tout le détail, mais les intelligences de Garner, notamment. Et ce qui est intéressant là, c'est que tu parles du conformisme scolaire qu'on peut retrouver dans certaines écoles et que par chance, on peut aussi ne pas retrouver dans d'autres. Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'on peut difficilement, parfois pour certains enfants, ouvrir en tout cas la possibilité pour eux de s'exprimer de manière très autonome, sans rentrer dans ces cases. C'est ce que tu disais, le ciel bleu, l'herbe verte, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ouvert cet aspect-là. Et la combinaison entre les deux aspects, avec les enfants en tout cas, qui vont pouvoir communiquer plus facilement à l'oral avec leur type d'intelligence et par le dessin, avec cette créativité, avec cet autre type d'intelligence, c'est vraiment puissant pour les enfants pour pouvoir exploiter le maximum de leur potentiel et en tout cas aussi recentrer sur leur être profond dès les premières années de leur scolarité pour pouvoir ensuite pouvoir d'autant plus s'épanouir dans les années qui suivent. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as un exemple peut-être d'un sujet de discussion qui aurait pu être marquant avec des enfants sur cette période-là? Bah, en fait, là, il va nous falloir 6 ou 7 heures de podcast si ça t'embête pas parce que parce que j'en ai vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai eu la chance d'assister à, presque à chaque atelier, en fait, à des moments merveilleux d'une maturité incroyable des enfants. Mais il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, sur ce que tu disais sur les écoles et tout ça. En fait, il y a 2 trucs qui sont très marquants. D'abord, c'est le poids de l'erreur en France, en fait. Le fait de se tromper, c'est quelque chose qui tétanise les enfants. Et moi, je vois un truc dingue, c'est que quand j'interviens, enfin, je fais encore quelques ateliers philo parce que vraiment j'aime trop ça. Quand j'interviens dans des écoles, souvent on commence les cycles d'ateliers au mois de janvier. Et les enseignantes, le premier truc que je dis aux enfants, c'est en philosophie, si vous dites ce que vous pensez, vous ne pouvez pas vous tromper. On ne peut pas vous dire que c'est faux. On peut vous dire que je ne suis pas d'accord avec toi, mais on ne peut pas vous dire que c'est faux. Chacun a le droit d'avoir ses idées. Même quand ils disent des trucs horribles, quelquefois ils disent des horreurs. Ils disent les filles c'est paresseux. Enfin, tu vois, bon, bref. Et donc tout le jeu, justement, ça consiste à leur faire eux-mêmes déconstruire cette pensée-là, mais sans jamais leur dire ce que tu dis c'est complètement crétin, en leur disant plutôt est-ce que tu es sûr de ce que tu dis et qu'est-ce qui te fait penser ça. Enfin, tu vois, bref, d'une autre manière. Et à partir du moment où dans une classe, tu dis aux enfants tout ce que vous allez dire ne pourra pas être faux, ça libère la parole d'une manière complètement dingue. À tel point que les enseignants et les enseignantes me disent en fait ces enfants, je les vois tous les jours depuis 4 mois, je me rends compte que je ne les connais pas. Et c'est souvent les plus turbulents et les plus compliqués à cadrer qui ont voilà, les trucs à dire les plus incroyables. Il y a un petit garçon de 7 ans, il y a quelques mois, qui ont travaillé sur la liberté. Qu'est-ce qu'être libre? Et lui, au bout de 3 minutes, il lève la main pour dire bah, moi, je pense que il faut vraiment du courage pour être libre. Et je me dis, mais cette puissance de réflexion, voilà, c'est complètement dingue. Donc, il y a vraiment un bénéfice énorme à écouter les enfants en leur disant que leur parole est libre. Il y a un autre truc aussi sur lequel je voulais revenir, c'est qu'à l'école,
On les apprend pas effectivement, comme tu disais, à savoir ce qu'ils pensent, enfin dans beaucoup d'écoles en tout cas, à savoir ce qu'ils pensent et à savoir à travers ça qui ils sont. Mais on leur apprend pas non plus à ne pas être d'accord. Et ça, c'est très dangereux. En fait, ils ont l'impression que s'ils sont pas d'accord, ils sont forcément ennemis et tout de suite, on tombe dans un truc hyper violent. Quand on fait des ateliers philo, ce qui est très marrant, c'est que au bout de deux trois ateliers, les enfants vont commencer à dire: «Je suis pas d'accord avec l'idée de Sibylle» et non pas: «Je suis pas d'accord avec Sibylle» et cette mise à distance-là, elle est capitale, pour ne pas aller se castagner à la récré parce que, on n'est pas d'accord et moi, je me suis retrouvée plusieurs fois face à des groupes d'enfants auxquels on proposait un sujet et en fait, au bout de 2 minutes, ils nous disaient: «Ah non, mais en fait, là, c'est pas drôle parce qu'on est tous d'accord» et ce qui les intéresse justement, c'est de confronter leur point de vue. C'est pas, qu'on soit tous d'accord et qu'on soit tous, du même côté, en fait. C'est pas du tout ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le débat d'idées. Et ça, c'est intéressant et de se dire que c'est vraiment, dès le plus jeune âge que ça peut être mis à disposition des enfants et oui, ce côté liberté à travers ça, la possibilité de délier les langues et de dire: «Voilà, dans cet espace-là, tout ce qu'on dit, c'est OK, en fait et tout ce qu'on pense peut être pris pour vérité parce que c'est une pensée, en fait et ça appartient à chacun, fort de son parcours, fort de, voilà, son contexte, familial et cetera et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller comprendre effectivement derrière tout ça, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire que? Dans quel contexte? Et ça ouvrait vraiment aussi la possibilité d'avoir des adultes beaucoup plus, équilibrés, même par la suite, qui se sont déjà posé les bonnes questions dès l'enfance et avec, ce qui est intéressant, cette dissociation tout de suite de la personne et de la pensée ou de la parole ou voilà, de ce qui a été dit. C'est pas la Ouais. personne qui est visée quand on n'est pas d'accord avec une idée. On n'est pas d'accord avec l'idée et on échange à propos de cette idée. Donc vraiment quelque chose de précieux et c'était important dans cet épisode du podcast avant de revenir sur voilà, on va dire la mutation Ouais. qu'a opéré la caravane par la suite, de revenir sur l'essence même de ce que c'était au départ et de ce qui t'animait toi aussi dès le début et je sais que ça t'anime toujours aujourd'hui, qu'il y a toujours des petites choses dans le coin de ta tête qui gravitent sur ce Ouais. sujet-là. Mais encore une fois, les enfants, c'est les adultes de demain. Et si on leur offre ces espaces-là d'ouverture d'esprit, d'ouverture de parole, avec la possibilité de confronter les idées, c'est là que par la suite, on évite des conflits parce qu'ils arrivent beaucoup plus à exprimer leurs limites, leurs différences, leurs accords aussi parfois, mais sans être contraint de dire je suis d'accord pour être accepté. On peut ne pas être d'accord, exprimer les choses et repartir bons amis. C'est juste que, voilà, même au travail, on le voit bien, hein, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets et continuer à travailler ensemble et être d'accord sur d'autres sujets. Et je trouve que ça assainit vraiment les relations, ce que tu as proposé là, dès le départ. Donc voilà, c'est important d'en avoir parlé dès aujourd'hui. Ouais, oui et puis tu sais, il y a une étude qui a été faite qui montre que, le niveau de violence d'une société, il est directement corrélé, à la capacité d'expression et au niveau de vocabulaire, des individus, en fait. Donc plus on est capable d'exprimer: «Je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu dis ça, ça m'énerve» et cetera, moins on va avoir recours à la violence. En fait, la violence, c'est de la frustration de ne pas pouvoir exprimer autrement, ce qu'on ressent et donc ça donne des clés hyper précieuses aux enfants. C'est ça et c'est la base de la communication non violente aussi, hein, avec Oui. effectivement, l'observation, l'idée de pouvoir intégrer la sensation, le sentiment pour pouvoir derrière, voilà, exprimer un besoin et une demande par la suite. Mais voilà, en ayant fait cette introspection et je pense que des ateliers comme ça permettent vraiment aux enfants de faire cette introspection et d'intégrer cette, capacité à réfléchir autrement que d'être beaucoup plus frontal en fait dans la confrontation. Mmh. Tout à fait. Et donc pour, continuer sur le chemin de la caravane, donc tout ça a été créé, avant la période Covid et donc on a connu, tous cette période, de 2020, qui a un peu, tout basculé. Comment cette période a justement fait basculer ton activité? Alors ça fait partie des histoires magiques de la caravane. Il y a eu quelques petits moments, comme ça assez incroyables. Donc en fait, quand le confinement est arrivé, nous on avait une dizaine d'ateliers en France qui marchaient pas mal, mais c'était pas non plus, incroyable. En fait, tous les enfants qui participaient, enfin tous les parents dont les enfants participaient, étaient vraiment ultra satisfaits. Mais la philo, pour les enfants, il y a 7 ans, il y avait encore beaucoup de gens que ça faisait rigoler. Il y avait même des gens qui me disaient: «À 5 ans, ils sont trop petits pour réfléchir». Bon, voilà, c'est un point de vue. Et donc voilà, donc nous, on a une dizaine de centres en France, quelques enfants qui sont inscrits, qui viennent, à un atelier tous les mois ou tous les 15 jours. Et puis le confinement arrive, donc je forme mes animateurs pour animer ces ateliers en visio et on continue le même principe, une histoire, une thématique de philo, un débat, un dessin. On continue nos ateliers. En visio, ça marchait un petit peu moins bien, qu'en vrai parce que, bah, forcément tous les parents n'avaient pas envie ni la disponibilité pour, inscrire leurs enfants. Et puis un jour, il y a une maman, qui travaillait dans une grosse entreprise de luxe, qui a inscrit ses 2 enfants, qui m'appelle le soir et qui me dit: «OK, là,
l'heure 30 où où mes enfants étaient à votre atelier, c'est la première fois que je peux travailler pendant 1 heure et demie sans être, dérangée. Je veux ces ateliers tous les jours pour mes enfants. Elle est allée voir sa DRH. Sa DRH m'a appelée et c'est comme ça qu'on est rentré dans les entreprises. Et là, pour le coup, ça a explosé. On a eu, pas mal de médias autour de nous, notamment un article dans Le Parisien et une interview sur BFM. Et là, franchement, ça a été la grosse vague avec 4 ou 5 demandes par jour, de nouveaux clients par jour. Enfin, c'était vraiment un très, très gros développement. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans les entreprises. Parce que sinon, il n'y avait pas vraiment de raison que, voilà, qu'on arrive dans les entreprises. Quand on a été déconfiné, on n'avait plus vraiment de raison de faire ces ateliers-là. Mais il y a 3 DRH de 3 entreprises différentes qui nous ont dit, OK, là, le Covid a vraiment soulevé le tapis. On voit que être parent et salarié, c'est extrêmement lourd et c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les parents? Et ces 3 entreprises-là étaient vraiment très précurseurs sur le sujet et on a travaillé avec les CODIR, avec les équipes RH, avec les managers pour savoir tout ce qu'on pouvait mettre en place et c'est pendant ces 2 années-là, donc 2021-2022, on a créé toute l'offre parentalité qu'on propose aujourd'hui pour être vraiment au plus près des attentes des collaborateurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'était en plus des entreprises qui avaient à la fois, des équipes au siège et des équipes terrain. Donc on s'est vraiment adapté, à toutes les populations pour ne pas proposer que, des solutions aux personnes qui peuvent être en télétravail par exemple ou, voilà. Donc vraiment, prendre tout le monde en considération et être vraiment très inclusif sur ce qu'on proposait. Il y a plusieurs choses très intéressantes dans ce que tu viens de dire là. Déjà, le côté révélateur de cette période Covid, vraiment mis à jour ce qui était déjà vécu auparavant. Mais forcément, la force de ce constat-là où les parents et les enfants étaient toute la journée au même endroit, c'était encore plus difficile pour les parents de pouvoir concilier et leur vie de parents et les contraintes entre guillemets professionnelles, puisque oui, faire une réunion quand tu as 3 enfants à côté, c'est pas toujours le plus évident. Donc les ateliers ont pu effectivement occuper les enfants de manière ludique, avec toujours en fait ce qu'on vient de dire juste avant, hein, c'est pas juste les occuper comme c'est peut-être voilà juste mettre devant un écran ou autre. Là, il y avait vraiment cet axe réflexif qui était proposé à travers ces ateliers-là. Donc vraiment du gagnant-gagnant pour les enfants et puis pour les parents pour pouvoir aussi voilà se dégager un vrai temps qualitatif pour travailler. Et voilà, j'aime vraiment cette anecdote de se dire, voilà, finalement, c'est le besoin du parent qui a fait ce lien avec l'entreprise, parce que bah, cette maman qui, du coup, en a parlé à sa DRH, derrière, la DRH a tout de suite compris l'enjeu, aussi bien pour les parents, mais qu'effectivement, in fine, pour la société, hein, parce que l'entreprise, du coup, va forcément bénéficier de ces avantages en se disant que le temps qui est mis à disposition pour les enfants, c'est du temps de gagner pour leurs collaborateurs parents. Oui, tout Donc à ça, c'est fait. quelque chose d'essentiel, de se dire que bah voilà, la parentalité, c'est pas juste un sujet personnel, mais ça a forcément un impact sur la vie professionnelle. Cette période Covid a vraiment mis en lumière cet aspect-là, c'est sociétal et ça, on peut plus faire semblant, on va dire, depuis cette période-là, de se dire, voilà, je suis pas conscient des enjeux. Et ce que tu dis aussi, voilà, c'est que après ce déconfinement, bah, il y a des entreprises qui sont reparties dans peut-être quelque chose de plus quotidien, routinier, où on repart sur un rythme où c'est pas qu'on oublie la parentalité, mais c'est que voilà, la vie reprend un peu son cours. Et d'autres entreprises qui ont saisi en fait cette opportunité de se dire non, maintenant on continue à avancer dans ce sens-là. Et comment on devient novateur, précurseur sur ces sujets-là, comment on attire, comment on fidélise des talents aussi à travers la mise en place de politiques. Et ce que tu expliques, et ce que j'aimerais bien voilà, qu'on puisse détailler ensuite, c'est ça, c'est comment ça se transcrit de manière opérationnelle quand on a à travailler avec aussi bien des équipes, oui, plus administratives, où on va pouvoir plus facilement mettre en place des politiques parentalité avec du télétravail, un aménagement pardon, plus flexible des horaires, et des équipes plus opérationnelles qui ont des contraintes à ce niveau-là. Comment vous avez fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le travail, comment tu as dégrossi ça? Peut-être que tu étais accompagnée aussi sur ces sujets-là? Alors en fait, tout simplement comment on a fait? Et ben, on a écouté les gens et ça c'est vraiment la clé je pense dans toutes les transformations. Le premier truc qu'on ait fait dans les 3 entreprises, c'est constituer un groupe de travail le plus large possible, le plus représentatif possible de tout le monde et fixer des sessions tous les 3 mois pour, passer en revue toutes les problématiques, les points de friction et cetera et ce que je voudrais dire aussi, ce qui est hyper important, c'est qu'on se dit parfois que, une politique parentalité, c'est vraiment du luxe, que c'est un coût énorme pour l'entreprise et cetera. Finalement, ce qu'attendent les parents, la plupart du temps, ce sont pas des mesures très chères. Souvent, c'est de la confiance et de la souplesse. Donc voilà, ils ne demandent pas, un baby-foot, des places de crèche qui coûtent une fortune, enfin voilà, c'est vraiment des ajustements. En fait, c'est
la problématique de la parentalité, c'est vraiment une problématique de synchronicité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut être très disponible, pour nos engagements professionnels et des moments où on a aussi besoin d'être très disponible pour nos responsabilités familiales. Il y a un truc qu'on a mis en place dans une entreprise, que je vais te donner comme exemple, c'est une grosse entreprise de papeterie. On travaillait avec les parents qui sont en garde alternée. Et en fait, on a mis en place la mesure suivante, qui est toute simple. La semaine où tu as tes enfants, tu arrives au bureau après les avoir déposés à l'école. Tu repars du bureau vers 17h, 17h15. Éventuellement, tu repars encore plus tôt le mercredi après-midi. Et puis voilà. Et puis la semaine où tu n'as pas tes enfants, bah, tu es là à 8h, tu restes jusqu'à 19h30, et puis tu vas pas déjeuner si tu as besoin de vraiment de... Enfin voilà. Et en fait, cette mesure-là, tout le monde, et les managers, et les parents concernés, nous ont dit, en fait, on faisait tous déjà ça, sauf que comme c'était pas officiel, on se faisait la boule au ventre, on partait en douce, enfin, des comportements qui sont absurdes en fait quand on est adulte. Et juste le fait d'officialiser cette possibilité-là, ça a apporté beaucoup de sérénité à toutes les équipes et on sait que la sérénité, bon voilà, ça améliore l'engagement, le bien-être, etc. Ça, c'est super important aussi, là, ce que tu dis, parce que on retrouve un peu l'essence des ateliers philo, je trouve, à travers ce que tu dis là. Parce que cette notion de liberté dans la communication, le fait de délier les paroles et de dire un peu ce qu'on pense. On voit le bienfait chez les enfants, mais finalement, on voit le bienfait chez les Oui, adultes aussi. Parce oui, que, tout à fait. voilà, il y a des choses qui étaient faites parce que, en tant que parent, il faut réussir à s'organiser, mais on le fait, oui, en se disant, faut pas que ça se voit, ou Mm. en se mettant la pression de se dire, ce soir, je dois me reconnecter absolument parce que ça doit être rendu pour dans 2 jours. Alors qu'une organisation plus claire au départ, mais tout part d'une communication, effectivement, d'un audit avec cet état des lieux pour se dire, voilà, de quoi vous auriez besoin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Une fois que voilà, les langues sont déliées à ce sujet, les parents peuvent gagner en sérénité, comme Mm. tu le dis. Et surtout, cette notion un peu de sur-mesure, en fait, qu'on va retrouver dans ce que tu dis là, parce que ce qui va marcher dans l'entreprise A ne va pas forcément marcher dans l'entreprise B. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui s'adapte aux vrais besoins, à la réalité, en fait, terrain et concrète de ce que vivent les parents tous les jours. Il y a un truc aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que là, tu parles de que cette mesure-là, en l'occurrence, elle a amélioré la sérénité des parents. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est que ça a aussi amélioré la sérénité des managers. Parce qu'en fait, dans toutes ces mesures, bien-être du collaborateur, etc., on pense collaborateur. Mais je pense qu'il y a vraiment une réalité qu'il ne faut pas oublier, c'est l'obligation de performance des entreprises. Et en fait, dans toutes ces transformations-là, si on est dans un dialogue, on arrive beaucoup mieux à avoir une confiance réciproque et un engagement réciproque. Donc certes, le manager et l'entreprise vont laisser le parent solo avoir des horaires plus cool quand il a ses enfants. En revanche, charge à lui de tenir ses engagements aussi et de faire le job en fait. Parce que je trouve qu'un des risques de ces politiques-là, c'est de focaliser uniquement sur le bien-être des gens qui ont besoin de soutien, donc les parents, les aidants, etc. Mais en passant à côté de l'obligation des entreprises qui est d'avoir des résultats. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à travailler ensemble, main dans la main, pour que tous les objectifs soient tenus. Les responsabilités familiales des parents et les objectifs de performance de l'entreprise. Oui, c'est ça, une relation de confiance finalement qui se crée sur base d'un contrat. Alors, écrit au départ, mais moral aussi, dans Mm. l'engagement de se dire, voilà, au départ, on a un salaire contre une mission, c'est la base du contrat de travail, du coup. Mais de se dire, voilà, dans cette organisation-là, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir faciliter les choses? Et Mm. le fait de faciliter en permettant aux parents d'avoir cette flexibilité, moi, en tout cas, pour les retours que je peux quand même aussi avoir de par mon expérience, l'engagement, en fait, c'est de se dire, on se sent considéré en tant qu'humain, en tant que parent, et ça donne encore plus envie, voilà, de se dire, bien sûr que je vais respecter le deal. C'est juste qu'effectivement, si on reprend l'exemple que tu donnes sur voilà, une semaine sur deux, où il y a une semaine où on va avoir des horaires plus denses et l'autre semaine moins denses, voilà, sur les semaines moins denses, forcément, les échéances vont pas forcément être aussi bien respectées que sur la semaine plus dense. Donc c'est juste peut-être revisiter l'organisation dans les jalons à fixer sur certains projets, etc., en prenant en considération cette organisation. Mais c'est intéressant de soulever ça aussi parce que oui, il y a les collaborateurs parents, mais il y a ce rôle, oui, in fine, de l'entreprise qui doit quand même performer. Donc tout ce qui est mis en place ne doit pas être au détriment de la performance, mais ça doit être justement pour gagner de la performance parce que un collaborateur parent qui se sent bien dans son entreprise, qui se sent compris, qui a cette flexibilité-là, va pouvoir en user, mais pas en abuser pour pouvoir justement continuer à faire en sorte que l'entreprise performe.
Et aujourd'hui, donc du coup, la Carabane donc, est devenue la Carabane Conseil, donc Voilà. reconnue sur les sujets de la parentalité et d'aidance en entreprise. Donc comment tu décrirais ta mission au quotidien? Alors notre mission au quotidien à la Caravane aujourd'hui, c'est vraiment de d'accompagner, comme on l'a vu, tous les sujets qui sont liés, à la parentalité et aux aidants, mais aussi d'anticiper, les sujets émergents. Je te donne un exemple, là, on depuis 2 3 ans, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'entreprises, qui se lancent dans des politiques de parentalité et on le voit au nombre vraiment exponentiel de nos clients. Mais depuis un an, on entend de plus en plus parler de l'accompagnement des aidants. Ça, c'était vraiment un truc qui était passé sous silence avant. Là, je sens que 2026-2027, on commence à préparer le terrain pour accompagner les parents solos. Les parents solos, ils sont pas tellement, ils sont très stigmatisés en fait dans les entreprises et même dans la société d'ailleurs, et on peut encore entendre des choses comme oui, je vais pas payer parce que vous avez raté votre vie ou parce que vous avez fait les mauvais choix ou je sais pas quoi. Donc les parents solos, c'est encore un sujet. Pourtant aujourd'hui, il y a pratiquement une famille sur quatre ou une famille sur trois dans certaines villes qui sont dirigées par des parents solos. Donc c'est un vrai sujet de société. Et en fait, un peu comme les aidants, ce sont des profils qui sont tellement sous l'eau, qui sont tellement surchargés, qui n'ont même pas le temps de dire que ça va pas. Donc voilà, le prochain focus, c'est vraiment de s'occuper d'eux et de proposer dans les entreprises des parcours d'accompagnement. Donc pour les aidants et pour les parents solos, on les a déjà mis en place. Et puis ce qu'on travaille pour l'été 2026, c'est un parcours d'accompagnement pour les victimes de violences psychologiques. Donc, tous ces parcours d'accompagnement des vulnérabilités. Et puis en parallèle, ce qu'on propose, c'est, comme je te disais, en fait, notre première mission, un audit et la constitution d'un groupe de travail pour savoir quelles sont les problématiques précises de l'entreprise et pouvoir y répondre de façon pertinente. La formation des managers. Ça, la formation des managers, c'est vraiment un élément pivot dans la transformation. S'il y a un seul truc à faire, c'est ça. Parce que le manager, il va être clé sur énormément de sujets. Et puis, la sensibilisation des collaborateurs avec des cycles de conférences et des ateliers. Ce qu'on propose aussi aux entreprises un petit peu éloignées du conseil, mais très complémentaires, ce sont des Family Day très spéciaux, où en fait on invite les enfants des collaborateurs dans les entreprises pour qu'ils découvrent les bureaux de leurs parents, leurs collaborateurs, et surtout qu'ils comprennent ce qu'on y fait, quels sont leurs métiers, et voilà, et quelle est la valeur ajoutée du métier des parents. Parce qu'en fait, avec le Covid, les métiers sont vraiment rentrés dans l'espace familial, mais ça reste encore très opaque pour les enfants et en fait leur faire découvrir tout ça, sont des moments qui sont vraiment bénéfiques pour tout le monde. Une offre complète où on voit effectivement à chaque fois ce côté précurseur pour voilà, envisager la suite, toujours au plus près du terrain, je dirais là-dessus, voilà, pour Mmh. comprendre quels sont les problèmes des entreprises, les enjeux au niveau RH, parce que bah, tout ça, ça se gère aussi, hein, ça s'anticipe au niveau RH dans les entreprises, et au niveau des parents, donc avec oui, cette proximité, ces échanges que vous avez de manière régulière, avec des audits, des enquêtes internes qui vous permettent vraiment, encore une fois, d'identifier et de comprendre bah, les problématiques actuelles, mais voilà, là où on sent que le vent tourne aussi pour les années à Ouais. venir. Après, voilà, on sait que la société évolue. Il y a des sujets qui étaient encore très, très tabous il y a quelques années qui le sont beaucoup moins maintenant. Mmh. D'autres sujets qui sont encore un peu tabous ou tus, on va dire, aujourd'hui et qui le seront encore moins dans les années à venir. Mais c'est bien d'avoir, voilà, à travers la démarche qui est mise en place là, toujours un train d'avance pour se dire, bah voilà, le jour où il y a ce besoin, qu'est-ce qu'on peut anticiper, qu'est-ce qu'on peut proposer d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on peut transposer aussi par rapport à ce qui existe là. Et ces Kids Day, là, du coup, avec le super credi, là, je trouve ça super, moi, parce que, oui, les enfants ont besoin de comprendre la réalité, des fois de comprendre aussi pourquoi son parent rentre tard ou part tôt, ou Mmh. bah, parfois part en déplacement, ou bah oui, tout simplement à quoi ça ressemble, le bureau de papa, le bureau de maman, ou sur le terrain, bon, de manière sécurisée, hein, parce que quand c'est sur le terrain, il faut faire un peu plus attention que dans les bureaux. Oui, tout à fait. C'est intéressant de savoir qu'il y a des agences comme la Caravane, du coup, qui peuvent accompagner aussi dans la mise en place de ces journées-là, parce que ça doit demander quand même une sacrée organisation aussi pour pouvoir bah, prévoir une journée. Ça mobilise du temps. Donc voilà, c'est intéressant de savoir que tu mets ça aussi en place. Et sur les formations, ce que tu disais aussi, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, les politiques parentalité peuvent exister si les personnes sont sensibilisées. Donc, un sujet comme celui-ci peut être porté par un parent en le faisant remonter à sa direction. Mais voilà, si une direction, dans la direction, je mets les dirigeants, je mets les RH, un peu le CODIR, effectivement. Si le CODIR en lui-même n'est pas sensibilisé à ces sujets-là de la parentalité, ça sera compliqué, je pense, de pouvoir voilà, amener quelque chose de très concret. Comment tu t'y prends, du coup, toi, par rapport à ça, pour pouvoir sensibiliser? Est-ce que c'est par cette formation dont tu parles que les managers et les dirigeants sont sensibilisés?
Oui, alors c'est effectivement par cette formation et puis souvent aussi les dirigeants sont sensibilisés par, 2 points. Le premier point, c'est, certains collaborateurs qui remontent effectivement des demandes et des attentes. Aujourd'hui, dans les entreprises, notamment dans les grands groupes, il y a de plus en plus d'enquêtes internes sur le bien-être et cetera et là, ça fait, 3 ans maintenant qu'il y a systématiquement dans cette enquête, quelques questions autour de l'équilibre pro perso, autour de la parentalité, autour de la santé mentale aussi parce que l'épuisement, a vraiment un gros impact sur, les problématiques de santé mentale. Donc ça peut remonter, des collaborateurs et puis ça peut aussi venir de, quelques managers qui vont, prendre la parole sur le sujet et agir presque comme un levier d'exemplarité. Je me souviens d'un manager, par exemple, qui avait, pris l'intégralité de son congé paternité dans une entreprise où ça se faisait pas du tout et ben ça a vraiment donné, une espèce d'appel à tous les autres, pères du groupe, qui se sont, du coup, sentis légitimes à l'idée de prendre leur congé paternité en entier. Il y a un autre truc aussi qui est fabuleux en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent un congé paternité aussi long et aussi bien rémunéré que le congé maternité. Et en fait, le congé maternité, il est vraiment à l'origine de toutes les inégalités qui vont se mettre en place dans les familles. Et on sait pourquoi en gros, hein, parce que la maman, elle se retrouve toute seule avec son bébé pendant 2 mois et demi ou 3 mois. Autant avant la naissance du premier enfant, les tâches sont relativement bien partagées dans l'ensemble des couples, autant après la naissance, comme la maman a tout géré toute seule pendant 3 mois, d'un côté, on vole aussi la paternité, du père parce qu'on le surprofessionnalise. Ça c'est je ne sais pas si vous avez entendu Julia Carninon sur le sujet, mais elle est passionnante, essayez d'aller l'écouter. En tout cas, quand à la naissance d'un enfant, on surprofessionnalise les pères et ainsi on leur vole la possibilité de tenir leur rôle de père, à la maison et en parallèle de ça, la maman se retrouve surinvestie sur ces sujets-là parce que comme elle a tout géré toute seule pendant 3 mois, on a l'impression que ce sera plus facile si c'est elle qui fait et voilà et donc en fait, en proposant aux pères la possibilité de prendre 3 ou 4 mois à la naissance de leur enfant, bien rémunéré et ben, ça rééquilibre les choses et ça améliore évidemment l'égalité. Ouais, donc des initiatives pour, faciliter effectivement cette égalité et comme tu le disais, hein, au départ, c'est sociétal, hein, aussi, hein, ce sujet, cet écart, il y a des choses qui bougent là, on le voit un petit peu en ce moment, hein, avec, le congé de naissance. Ça va aussi permettre, de rééquilibrer, voilà, certaines inégalités qui sont déjà présentes, aujourd'hui et ce que j'aime, c'est que voilà, toi, tu expliques que la parentalité, c'est pas juste un sujet de bien-être, mais c'est aussi un enjeu de performance, d'engagement. Est-ce que tu as des chiffres du coup peut-être, bah, voilà de retour du coup sur investissement, de la mise en place de politiques parentalité? Alors c'est pas évident à calculer les quelques, entreprises qui se sont, lancées à calculer un ROI trouvent des chiffres en gros entre, 8 et 12%. En revanche, il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile à calculer, c'est le coût de l'absentéisme, qui est vraiment un énorme coût dans la plupart des entreprises. Et en fait, on sait que 40 des absences sont liées à un sujet familial. Donc, à partir du moment où on améliore ces problématiques-là, on va réduire l'absentéisme et donc le coût qui est associé. C'est intéressant du coup, c'est vrai, hein, c'est un des premiers indicateurs qu'on peut surveiller nous aussi, hein, au niveau RH, parce que oui, c'est ce taux d'absentéisme, ce taux de turnover qu'on peut des fois, rencontrer et faire la corrélation entre, voilà, est-ce qu'il y a du turnover après un retour congé maternité ou paternité? Et est-ce qu'il y a un lien du coup avec le fait que l'entreprise aurait peut-être des mesures à faire à ce moment-là, hein? Tout à fait, exactement. Et ce que j'aime aussi dans son discours, c'est ce que tu disais sur l'exemplarité et ça, c'est important parce que dans une entreprise, tout est une notion de culture, en fait, au départ, hein. Et voilà, tout vient du dessus, qu'on le veuille ou non. Voilà, les personnes se reconnaissent aussi dans une direction, dans une hiérarchie et si effectivement, le manager, va crier haut et fort que lui n'a pas pris son congé paternité alors qu'un collaborateur, lui, vient essayer d'oser dire: «Bah, moi, j'aimerais le prendre en entier». Soit c'est difficile pour lui, il va quand même le faire, mais en se posant des questions et de se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi, à mon retour?» ou d'autres choses que déjà beaucoup de femmes, hein, peuvent se poser, comme question aujourd'hui, là, si on fait le lien juste avec les papas. Mais voilà, un manager homme qui, va montrer cet exemple-là, je trouve que c'est un message très fort pour l'entreprise parce que voilà, ça délie là aussi. Enfin, je trouve que tout est lié Ouais. avec ce qu'on disait depuis le départ avec les enfants, mais voilà, tout est base de communication, d'exemplarité et le fait de pouvoir, voilà, exprimer les choses et pour refaire le lien avec ces ateliers philo, si on permet à nos enfants de pouvoir justement confronter les idées, exprimer les choses dès le plus jeune âge,
Bah, plus tard, ça fera des adultes qui auront beaucoup plus de facilité peut-être que nous à exprimer, les choses et à confronter positivement Ouais, les tout idées, à en fait. fait. Parce que ça peut être très constructif sans être, voilà, forcément dans la confrontation, pure et dure, et l'affrontement en Mmh. tant que tel, hein. Et du coup, par rapport à ce que tu as pu observer depuis, ces 5, on va dire, dernières années, qu'est-ce qui aurait pour toi le plus changé, dans la manière d'aborder la parentalité au travail avec les entreprises? Bah, déjà le fait qu'on l'aborde. Déjà le fait qu'on l'aborde et le fait que le sujet, ne soit plus sous le tapis. Avant, effectivement, toutes les problématiques familiales, elles restaient à la porte des entreprises. Donc déjà le fait qu'on en parle, le rapport à la paternité aussi, qui a été vraiment très légitimé grâce à l'apparition, puis à l'allongement du congé paternité et puis à la prise de parole de plus en plus de pères, sur ce sujet-là. Hem Je pense aussi qu'il y a un truc qui a énormément changé, c'est le rapport à la vulnérabilité dans les entreprises. En fait, heu, jusqu'à très récemment, il fallait être fort, il fallait jamais, avouer une faiblesse, dire qu'on était aidant par exemple. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que les aidants, il y en a encore plein qui ne sont pas qui ne se sont eux-mêmes pas identifiés comme aidants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es aidant de tes parents plus âgés, bon, bah, tu le sais, tu es dans cette catégorie-là et tu as le droit et tu te mobilises pour, avoir droit aux aides, auxquelles tu as droit. En revanche, des parents, par exemple, qui sont aidants de leur enfant qui est handicapé, pour eux, c'est leur enfant, c'est normal de s'en occuper et ils ne se considèrent pas comme des aidants, donc ils ne vont pas avoir recours, aux aides qui sont à leur disposition. Voilà et en fait, toutes, ces vulnérabilités-là qu'avant on essayait de cacher et de masquer et à quel prix, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, d'en parler et de trouver des solutions pour y répondre. Et donc les langues se sont déliées et tu dirais quand même que c'est vraiment lié à cette période Covid, c'est vraiment ça qui a fait le tournant? Oui, je pense que ça a vraiment accéléré les choses, grâce aussi alors je suis pas, une grande fan, mais grâce aussi, mine de rien, aux réseaux sociaux qui ont vraiment libéré la parole sur le sujet. Le fait que mais en fait, le rapport à la parentalité et notamment à la maternité, jusqu'à très récemment, il était hyper compliqué parce que aujourd'hui, on a accès à une maternité qui est choisie grâce à la contraception. Donc si tu as des enfants, c'est que tu les as voulus. Depuis 50 ans, les femmes ont voulu travailler. Donc si tu travailles, c'est que tu l'as voulu. Comment après dire: «En fait, c'est ingérable, on n'y arrive pas»? Eh ben, on n'a pas le droit de dire ça et là, en fait, le fait que la parole se soit libérée sur le sujet, que de plus en plus de personnes aient montré, concrètement qu'on pouvait plus aujourd'hui, travailler comme si on n'avait pas d'enfants et élever nos enfants comme si on travaillait pas. Les exigences éducatives sont devenues extrêmement élevées aussi en parallèle. Il y a un moment où on peut pas tirer de tous les côtés sans que ça craque et voilà. Là, on est au moment où justement il faut réinventer les choses, à un niveau systémique et pas à un niveau macro. Oui, c'est ce que tu disais même tout à l'heure, cette notion d'équilibre en fait, c'est quelque chose pour moi qui est malléable et qui est variable. Finalement, des moments, la priorité, ça va être la famille, les enfants. Dans l'équilibre, après, ça va être le travail et en fait, il y a pas, tout blanc ou Mmh. tout noir. Pour moi, c'est comme tu le dis, ça dépend de périodes de vie, ça dépend de périodes de l'année peut-être aussi. Enfin, on peut voir peut-être que sur une rentrée scolaire, bah, voilà, on va être plus focus sur les enfants et un peu moins sur le «travail» entre guillemets et d'autres périodes, quand ça roule, bah, c'est le travail qui va prendre le pas. Donc ça peut être aussi des parents qui vont pouvoir être plus présents pour le travail et plus investis, mais dans le sens, en termes de temps, j'entends, pas d'investissement, d'engagement dans le travail, mais qui vont peut-être pouvoir faire des journées peut-être plus denses ou voilà, accepter des réunions un peu plus décalées, sur certaines périodes de l'année, un peu moins à d'autres moments et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment entendable, il y a quelque temps, qu'il l'est beaucoup plus aujourd'hui, avec cette prise de conscience quand même de ce sujet-là et de cette mouvance. Parce que voilà, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est vraiment une harmonie plutôt qu'un équilibre peut-être à trouver avec, voilà, quelque chose qui oscille, hein, en fait, entre, bah, voilà, il faut pas s'oublier en tant que personne non Ouais. plus parce qu'on est un parent, on est un professionnel, mais on est, un homme ou une femme au départ. Ouais. Donc, voilà, il y a aussi ces besoins-là qui sont à prendre en Ouais, considération. tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque encore? Quelles seraient peut-être encore les résistances que tu pourrais observer du côté des entreprises ou des managers? Alors aujourd'hui, ce qu'on observe nous, à l'agence, c'est vraiment que les entreprises qui sont les plus réticentes à se lancer sur ces sujets-là sont souvent des entreprises qui ne se sentent pas concernées et souvent c'est parce qu'elles ont une très, très forte, majorité de collaborateurs masculins et donc elles associent, la parentalité, voilà aux femmes. Ce sont des entreprises souvent très traditionnelles,
Parfois, elles le regrettent d'ailleurs parce qu'elles sont des entreprises qui parfois aimeraient féminiser leurs effectifs, mais qui n'y arrivent pas. Après, comme, on disait tout à l'heure, tu parlais des nouvelles législations et notamment du congé parental. Étant donné que la législation accompagne toutes ces mesures aussi, on sent que c'est un sujet de fond dans la société et que toutes les entreprises vont petit à petit, embarquer dans le même bateau. Chacune à son rythme évidemment et puis chacune aussi en fonction de, ses moyens et ses possibilités, mais on va tous dans le même sens. Oui, c'est ça, on a vu, hein, c'est pas des aménagements confort, c'est vraiment des leviers d'égalité professionnelle, de santé mentale. C'est sûr que aujourd'hui, malgré tout, les pères, même s'ils veulent être concernés par le sujet de la parentalité, il y a encore des inégalités dans la durée des congés, etc. Et donc, voilà, c'est pas évident de faire passer le message, mais le message, oui, passe petit à petit. Et peut-être que les entreprises qui aujourd'hui sont déjà précurseurs dans ce domaine-là, ça va forcément aussi avoir cette notion d'exemplarité. Au sein d'une même entreprise, le fait que le manager prenne son congé paternité, par exemple, en entier, de voir qu'il y a des gros groupes qui s'emparent pardon, de ces sujets-là, forcément, les autres groupes à côté vont finir par s'y mettre parce que du coup, il y aura forcément un déséquilibre qui va se faire connaître. Les prochaines générations, ce sera forcément un sujet qui sera essentiel pour eux aussi, hein, dans la recherche d'un emploi, dans la recherche d'un équilibre, d'une stabilité. Et le tournant, il sera obligé d'être pris à un moment ou à un autre. Ouais. Mais ça l'est déjà d'ailleurs, c'est déjà aujourd'hui les nouvelles générations, quand elles vont à un entretien d'embauche, elles attendent de leur entreprise qu'elles prennent en considération leurs attentes personnelles. Donc même les entreprises les plus précurseurs qui ont mis ça en place, parce qu'elles s'étaient alignées avec leurs convictions, elles en ont aujourd'hui, un gain financier parce qu'il y a moins de turnover, il y a moins d'absentéisme et cetera. En fait, le message global vraiment, c'est que je pense que les entreprises, elles auront tout gagné quand elles arrêteront de considérer que, mettre en place des mesures de parentalité, c'est faire un cadeau aux parents. En fait, c'est pas faire un cadeau aux parents, c'est juste, une nécessité pour la société. C'est vraiment hyper important. Moi, il y a un truc qui me met très en colère, c'est, les politiques qui disent que quand il y a des jeunes qui sont délinquants, on va sanctionner les parents. Alors, ok, dans un monde idéal, évidemment, les parents sont là pour éduquer leurs enfants. Comment on fait quand on est une femme qui va avoir 1 heure et demie de trajet pour aller bosser de nuit ou le soir parce qu'elle va nettoyer des bureaux, etc. Elle a bien évidemment pas les moyens de faire garder ses enfants. Et donc ces enfants, ils sont seuls, ils sont dans la rue, ils sont on ne sait où. Enfin, on peut pas, fermer les yeux sur ces sujets-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut plus entendre aujourd'hui, en tout cas. Oui, il y a des moyens à mettre en place là aussi, hein, effectivement, par rapport à ces situations qui sont très particulières, avec un besoin justement de prise en considération et pas d'être encore une fois de plus stigmatisé ou pointé du doigt, alors qu'il y a déjà des difficultés en fait pour ces Tout à personnes-là. fait, exactement. On parlait tout à l'heure du coup des pères, du coup de la possibilité de les soutenir. Donc tu évoquais dans certaines entreprises la possibilité d'élargir, d'agrandir le congé paternité, peut-être voilà pour le calquer, on va dire, sur la durée du congé Mmh. maternité. Tu parlais des aidants familiaux. Est-ce qu'il y a des pistes du coup que tu peux dévoiler peut-être aujourd'hui qui pourraient être envisagées pour accompagner ces personnes? Voilà, quelles seraient peut-être les premières étapes, les prémices du coup de ce qui pourrait être une démarche pour ces aidants familiaux? Ce qui est compliqué, pour les aidants, c'est, qu'ils ont effectivement besoin de plus de disponibilité, de temps. Mais il y a aussi un accompagnement personnel, qu'il faut mettre en place parce que, tu disais tout à l'heure, en fait, effectivement, on est des parents, on est des salariés, mais on n'est pas que ça, on est aussi des hommes et des femmes. Cet aspect-là, pour le coup, il disparaît totalement de la vie des aidants. C'est-à-dire que, les aidants, pour ceux que j'ai rencontrés, sont souvent dans une culpabilité permanente, de ne pas être à la bonne place. Quand ils sont, au bureau, ils culpabilisent parce qu'ils ont laissé, leur, maman handicapée, par exemple, toute seule. Quand ils sont avec leur maman handicapée, ils culpabilisent parce qu'ils sont pas avec leurs enfants et quand ils sont avec leurs enfants enfin bref, tu vois? C'est vraiment un enchaînement sans fin. Le premier point, le premier travail qu'il y a à faire, je pense, pour les aidants, c'est de faire des cafés des aidants, par exemple. En tout cas, de provoquer des échanges entre pairs,
pour arriver petit à petit à se libérer, de cette culpabilité, de cette pression permanente, qui est invivable et qui est surtout intenable sur le long terme. Et là, pour le coup, on voit des impacts, sur la santé mentale de ces personnes, qui sont vraiment très violents. Les entreprises ont une place à jouer du coup là-dedans aussi, mais c'est pas toujours évident du coup parce qu'on n'est pas toujours au courant, d'une situation, que vit un de nos collaborateurs, à titre personnel. Parce que la parentalité souvent, bon, les Ouais. enfants, on est au courant qu'il y a des enfants, mais s'il y a des enfants qui ont un handicap ou autre, tout ça n'est pas forcément, Mmh. toujours mis à jour. Mais si on parle des aidants, on bifurque un petit peu là, mais si on parle des aidants avec effectivement cette notion de, voilà, de parents, à charge, si je puis dire, comment les entreprises peuvent s'emparer d'un sujet sans être intrusif non plus dans la vie du collaborateur? En fait, comme on disait tout à l'heure, une des problématiques des aidants, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont aidants. Ce qu'on recommande, nous, aux entreprises qui, ont un enjeu sur le sujet et qui veulent se lancer sur ce sujet-là, c'est de mettre en place une conférence, heu, qui va interroger, en fait, l'ensemble des collaborateurs sur, est-ce que je suis aidant ou pas? C'est-à-dire que en s'inscrivant à la conférence, ils vont, s'identifier, être sensibilisés au sujet et ensuite, pouvoir, s'ils le souhaitent bien évidemment, intégrer les programmes qui vont être mis en place dans l'entreprise. Et tu vois, je te disais en début d'épisode, parfois les mesures qu'on met en place, sont ultra efficaces, ultra pertinentes et ne coûtent pas forcément une fortune. Typiquement, les cafés des aidants, les cafés des parents sont souvent des mesures spontanées qui viennent des collaborateurs. Donc, ça coûte rien, c'est juste dégager un espace et limite faire un petit déjeuner. Mais, avoir, cette proposition hyper riche de rencontres entre pairs, sur une même, problématique personnelle. Et donc ça, c'est valable pour les aidants, mais aujourd'hui, sur la parentalité, sur les parents, c'est des choses que la Caravane propose aussi, ce genre de conférences pour parler justement, de la parentalité, sensibiliser sur ces sujets-là? Oui, alors nous, on fait effectivement pas mal de conférences dans les entreprises, mais ce qu'on propose aussi aux entreprises, qu'on accompagne, ce qu'on leur propose de mettre en place, c'est, ces rencontres entre pairs, entre parents solo et voilà, entre aidants, voilà, pour, se fédérer sur une même problématique. Donc c'est par là, du coup, qu'une entreprise pourrait, commencer si elle veut s'engager sur ces sujets. C'est vraiment commencer par ces actions qui sont, gratuites ou en tout cas qui coûtent Oui, très peu cher puisque c'est oui. du temps qui peut être voilà, c'est du temps de travail qui Mmh. peut être, voilà, dédié 1 heure ou 2 à tout ça et selon ces retours-là, fort du coup, voilà, du constat ou, de certaines, enquêtes internes qui peuvent être faites notamment par ta société, dégager du coup les grands axes et les grandes pistes qui peuvent être envisagées pour pouvoir après, mettre en place, des actions, concrètes pour répondre à ce besoin précis. Si tu devais du coup, bah, voilà, résumer en une phrase, ce que tu veux transmettre toi à travers, la caravane, ton voilà, c'est ton moment, ton mot, ton moment, à toi pour pouvoir, exprimer les choses. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on est vraiment à une période, extrêmement intéressante parce que toute cette transformation est vraiment bien engagée et que, elle est systémique. Donc ça veut dire qu'on va vraiment, ça va être une transformation en profondeur qui va toucher toutes les strates de la société. Et là, on parlait des entreprises, on parlait des parents salariés, on parlait des mères, mais ça touche aussi les futures générations, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je crois vraiment à une transformation du travail pour trouver un meilleur équilibre. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment, un peu au bout de ce système, dans lequel on a été pendant des années, qui a très bien fonctionné pendant longtemps. Aujourd'hui, les salariés attendent autre chose, les parents attendent autre chose et je pense que les années à venir, vont être vraiment intéressantes. Et les enfants, in fine, attendent aussi autre chose parce que le temps du coup, de qualité avec les parents, c'est quelque chose de précieux aussi Mmh. et à travers là, ce que tu proposes toi, dans cette écoute des parents et dans cette écoute, des besoins de l'entreprise pour trouver ce compromis, c'est quelque chose qui sera vraiment gagnant à tous les niveaux et encore une fois, voilà, au service des futurs adultes, de demain. Exactement, exactement, comme on disait, enfin, c'est tellement simple que ça a l'air absurde de le dire, mais les enfants ont besoin de leurs parents et aujourd'hui, on a besoin de retrouver cet équilibre-là. Aujourd'hui, les enfants, je sais pas si tu as vu, mais les enfants et les ados vont très, très mal, hem, pour plein de raisons, mais je pense aussi que, cette espèce de course effrénée, à la réussite professionnelle, ou aux obligations professionnelles participe à un déséquilibre. Oui, c'est ça, reprendre le temps de respirer, prendre le temps de faire un pas de côté par moment, que ce soit du coup en tant qu'individu, que ce soit en tant que parent, mais que ce soit aussi en tant que professionnel et en tant que collaborateur. Mais c'est important que les entreprises, voilà, s'emparent de ce sujet-là en se disant
comment j'accompagne mes collaborateurs in fine pour ce gain de performance, mais voilà, comment on ne les épuise pas en fait aussi dans cette course effrénée. Je trouve que c'est plutôt bien résumé parce qu'on le ressent, hein, cette pression voilà, du temps. On est toujours en train de courir entre 10 000 obligations. Et tant que tout ça ne sera pas pris en considération et qu'on continuera à faire l'autruche, à rester voilà, focus sur mon quotidien, ma petite journée, mais sans prendre ce temps de faire voilà, de dézoomer de manière un peu macro, on n'arrivera pas à trouver des solutions qui puissent convenir à tout le monde. Oui, tout à fait. Et ce qui est génial, ce qui est hyper excitant, c'est qu'on a tous à y gagner. Et c'est ça, dans l'entreprise, au final, au niveau de la société également. Mm, absolument. Merci à toi Estelle du coup pour ce moment, pour l'énergie que tu as su transmettre à travers cet épisode, pour tout ce que tu fais pour que l'humain et la parentalité puissent être au cœur du réacteur des entreprises. Merci à toi pour ce témoignage très puissant. Bah, merci beaucoup à toi, Sybille, de m'avoir donné la parole sur ces sujets que j'adore. Je pourrais en parler pendant des heures. Et merci pour ton invitation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de mercredi sur le thème de la parentalité en entreprise. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez.